Bonjour à tous, bonjour Sixtine. Bonjour. Je vous remercie de votre présence nombreux ce matin pour partager ce retour d'expérience de la société Michel et Augustin sur l'utilisation des réseaux sociaux et puis en particulier Facebook dans le domaine de la relation client. Je vais me présenter rapidement. Astier Verschure, je suis directeur du produit chez Easyware. Easyware est un éditeur de logiciels de relations clients pour services consommateurs, services clients. On a la chance chez Easyware d'avoir de nombreux clients très pétillants, comme Michel et Augustin par exemple, qui utilisent nos solutions pour la satisfaction de leurs clients. Et je ne vais pas m'étendre sur ce domaine puisque ce n'est pas pour cela que vous êtes venus. Si vous souhaitez réagir, poser des questions, vous pouvez le faire à la fin de la conférence ou, si vous souhaitez, en live tweet. On essaiera de prendre les réactions au fur et à mesure. Pendant que Sixtine parle, je verrai s'il y a des questions qui tombent pour pouvoir lui poser en live. Voilà. Sixtine, je te laisse te présenter rapidement. Merci Astier. Donc moi je suis Sixtine, je suis ravie d'être là parmi vous. Je suis responsable de la communication de Michel et Augustin. Ça fait 1 an que j'ai rejoint l'aventure, qui est une aventure assez folle. Et je suis ravie d'être ici pour parler de la relation client qui, chez nous, s'appelle d'ailleurs la boulangerie de quartier. On n'aime pas le mot la relation client. On parle de boulangerie de quartier parce qu'on est comme un boulanger qui reconnaît chacun de ses consommateurs, qui vient chaque matin acheter son pain. Et on a un petit mot tout particulier pour chacun de nos consommateurs. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement aussi Michel et Augustin, un petit peu l'historique Alors, Michel et Augustin, c'est avant tout une aventure humaine, gourmande et sincère, qui a commencé il y a 10 ans, quelques mois après Facebook d'ailleurs, en 2004. C'est l'histoire de 2 copains, Michel et Augustin, qui étaient ensemble déjà sur les bancs de la 4e et qui ont décidé de se lancer dans la fabrication de petits sablés ronds et bons à l'époque, en cuisinant dans la cuisine de l'appartement d'Augustin dans le 18e arrondissement. Et maintenant, c'est une entreprise qui a déjà 10 ans d'expérience. On est 80 salariés, donc on s'appelle des trublions du goût, les 80. Et aujourd'hui, on n'a pas loin de 90 références dans 5 univers produits qui sont les biscuits sucrés, les biscuits apéritifs, également les desserts frais à partager, toute une gamme de yaourts. Et on se lance depuis cette année dans les jus. On va avoir des tout nouveaux jus de pommes qui vont tomber des pommiers à partir de janvier. Et on a toute une gamme aussi de snacking. Aujourd'hui, on nous trouve dans 8000 points de vente en France. On nous trouve dans 23 pays à l'étranger. Et on a des communautés assez actives sur Facebook, puisqu'on a 110 000 fans sur notre page Facebook, 20 000 followers sur Twitter, 100 000 abonnés sur notre feuille de bananier, qui est notre newsletter à nous. Voilà en quelques mots l'aventure. On peut dire aussi que chaque minute en France, une mousse au chocolat est vendue, une mousse au chocolat Michel et Augustin, ou que toutes les 10 secondes dans le monde, quelqu'un boit une vache à boire, Michel et Augustin. Merci beaucoup pour cette première présentation. Est-ce que tu peux nous exposer un petit peu le positionnement de la relation client chez Michel et Augustin? Comment vous vous positionnez? Je pense que c'est quelque chose qui est assez central chez vous. Alors, dans la stratégie de la marque Michel et Augustin, on a 5 objectifs, effectivement. Le premier, c'est faire croître la notoriété de la marque. Le second, c'est de remettre au cœur de tout ce qu'on entreprend le savoir-faire pâtissier. Le troisième, c'est effectivement renforcer l'engagement client. Et c'est en ça que la relation client est clé et stratégique. Notre 4e objectif, c'est de faire vivre une expérience inédite, trublionnne, différenciante, innovante, à chaque fois à nos consommateurs. Et le dernier, c'est de faire rayonner la marque au-delà de nos frontières franco-françaises, mais dans le monde entier. Et du coup, si on se concentre un petit peu sur la relation, effectivement, la relation client est au cœur de tout ce qu'on entreprend, puisque
Nous, ce qui nous fait avancer, notre carburant au quotidien, c'est nos consommateurs. Et on les écoute, on les interpelle, on les engage dans le développement de la marque. Et ça se fait notamment à travers plusieurs leviers. Le premier, c'est effectivement cette fameuse boulangerie de quartier qu'on a mis en place avec vous et qui existait déjà depuis l'origine. La boulangerie de quartier, c'est environ 800 demandes entrantes chaque mois. Et ces demandes, elles sont très variées. Hein. Ça va du partenaire qui veut monter un partenariat avec nous, de l'étudiant qui veut venir nous rencontrer, du consommateur un peu gourmand qui a un petit mot doux à nous envoyer, ou du consommateur pas très content qui a une réclamation à nous faire. C'est aussi des commerçants qui essayent de référencer nos recettes. Donc les demandes sont assez variées. Les principales, c'est des réponses à des jeux concours pour 15% et des partenariats pour 13%, des mots doux pour 10%. La qualité vient loin derrière avec 5%. Donc au-delà de la boulangerie de quartier, on a les réseaux sociaux qui sont pour nous au cœur de la stratégie. C'est Facebook et Twitter qu'on anime quotidiennement. Alors Twitter, on est plus dans une démarche de live tweet, c'est-à-dire que vraiment un des points centraux de notre stratégie, c'est raconter, partager, faire vivre en temps réel notre aventure gourmande, humaine, sincère. Et du coup, l'idée, c'est d'utiliser ces réseaux sociaux pour justement partager, raconter, faire vivre cette aventure. Et donc Twitter, on l'utilise toutes les heures de manière assez puissante. Et Facebook, on essaye de se contenter de poster un post super quali par jour, de manière ciblée, qu'on va sponsoriser. Et ça, c'est une démarche qui est assez récente, puisque avant mon arrivée, on ne sponsorisait pas nos posts Facebook. Donc la croissance était totalement organique jusque tôt cette année. Et puis au-delà des réseaux sociaux, on a encore des canaux très traditionnels, puisque sur tous nos packs, on invite nos gens, nos consommateurs à venir toquer et bavarder à la bananeraie, qui sont nos chouettes locaux. Et du coup, régulièrement, on va dire 2 à 3 fois par semaine, on a des consommateurs curieux et gourmands qui viennent nous rendre visite à la bananeraie. On a également nos portes ouvertes qui sont tous les premiers jeudis de chaque mois, où on ouvre nos portes dans chacune de nos bananeraies. Donc on a une bananeraie à Paris, une bananeraie à Lyon. On est en train d'ouvrir notre bananeraie à New York, parce qu'on a un challenge un peu fou d'aller vendre des cookies au pays des cookies. Et du coup, on ouvre nos portes à nos consommateurs. C'est environ entre 800 et 1000 personnes qui viennent chaque mois nous rencontrer, tester nos recettes, participer à nos focus group, nous aider dans tout ce qui est recherche et développement et nous faire avancer. Et également, on reçoit pas mal d'appels téléphoniques. Donc, on pourrait penser qu'avec les mails et les réseaux sociaux, le téléphone est mort. Eh ben non, c'est pas loin de 100 appels téléphoniques chaque mois de consommateurs qui ont quelque chose à partager avec nous. Donc voilà un peu comment on gère nous la relation client, donc c'est absolument multicanal. Alors Michel Augustin, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une entreprise assez jeune. Est-ce que Facebook et les réseaux sociaux, ça s'est imposé d'emblée dès le départ ? Alors nous, la marque s'est lancée en septembre 2004, alors que Facebook s'est lancé tout début 2004. Et à la base, on n'était pas du tout des geeks. Michel Augustin avait pas mal de choses à faire entre élaborer les recettes, travailler le packaging, aller commercialiser les recettes en faisant du porte-à-porte avec leur petit caddie rose. Donc non, ils ne se sont pas lancés sur Facebook. Et la petite histoire est assez drôle, puisque c'est une fan de Facebook qui a commencé et une fan de Facebook et une fan de Michel Augustin qui a commencé à créer une page Michel et Augustin, et c'est elle qui l'animait à ses débuts de la marque en 2008. Et puis nous, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'engouement derrière cette page.
Et du coup, on a échangé avec cette fan pour reprendre les mains et les rênes de notre page Facebook. mais on a appris vraiment sur le tas, en marchant. Et ça n'a pas du tout été inné, en tout cas comme compétence. C'est plutôt quelque chose qui s'est développé à travers le temps et à travers l'expérience. Oui, on a le même retour d'expérience d'un de notre client qui est Wigo, qui dit qu'effectivement, c'est pas, en fait, Facebook et les réseaux sociaux se sont imposés à lui, et ce sont les clients finalement qui, par l'utilisation des réseaux sociaux, et en l'utilisation du nom Wigo, Michel Augustin, ont amené les entreprises, les marques à reprendre en main ce canal. La deuxième question qu'on a envie de se poser, c'est un peu comment vous, au niveau de la relation client, vous utilisez Facebook plus particulièrement. Alors il y a beaucoup de marques qui utilisent Facebook comme une vitrine de ce qu'ils entreprennent. Nous, à chaque fois qu'on fait un post Facebook, on se demande quelle va être la valeur pour le consommateur et est-ce que le consommateur a une réponse à apporter, une chose à faire. C'est vraiment du marketing direct, on attend directement une action du consommateur et de nos fans. Et du coup, nous, on l'utilise de manière assez protéiforme. On l'utilise pour tout ce qui est recherche et développement, puisqu'on demande à nos consommateurs ce qu'ils pensent de nos recettes. On demande ce qu'ils pensent des questions qu'on est en train de se poser sur nos futures recettes, que ce soit la dénomination des produits, que ce soit la saveur qu'on va choisir, que ce soit la forme quand on est sur des biscuits. Donc ça, on les interroge vraiment continuellement là-dessus. On les invite à participer à des focus group à la Bananeraie, en plein cœur des villes, des focus group orientés recettes ou même orientés communication. Il y a pas si longtemps, j'étais dans une impasse sur un projet et du coup, le matin, j'ai proposé à 10 gourmands de me rejoindre dans un bar pour le verre à 19h dans Paris et j'ai eu dans l'heure 30 propositions de nous rejoindre. Donc voilà, les focus group, pour nous c'est crucial parce que ça nous permet d'avancer, de débloquer les situations, de nous conforter dans des positions et ils sont très en demande. Parallèlement à ça, on organise énormément de jeux concours. On leur fait gagner des sacs à vaches qui sont des chouettes sacs de shopping dans lesquels on met tout plein de gourmandises pour les remercier. Donc ça peut être des petits coups de folie comme des coups de pouce. Donc c'est plein de jeux concours. Même on est beaucoup dans la photo, dans le visuel, donc parfois on leur demande de se prendre en photo dans des rayons, au cinéma quand ils voient notre campagne, ou devant leur télé, quand ils voient Julien Beneteau avec un logo Michel et Augustin sur la chemise. Donc on leur demande constamment de faire des choses et chaque fois on les remercie bien évidemment. On utilise Facebook aussi pour faire nos événements, donc on relaie les portes ouvertes par exemple, ou la nuit à la belle étoile. On a pas mal de questions sur cet événement par exemple. Et puis voilà, on partage aussi avec eux nos petits coups de folie quotidiens et ça se passe super bien. Alors on sait que Facebook et les réseaux sociaux en général, c'est dans les entreprises, c'est souvent divisé entre deux mondes, le monde du marketing, dont vous faites plutôt partie, et puis le monde de la relation client, centre de contact. Chez vous, comment c'est organisé cette gestion réseaux sociaux, cette dichotomie? Alors à la communication, nous sommes 7 personnes au total. 7 personnes, on a 2 graphistes, 2 personnes qui sont chargées des événements et des animations des ventes, une qui est à Paris, une qui est à Lyon. Une personne qui s'appelle Charlotte, qui est responsable de tout ce qui est contenu, donc aussi bien newsletter, site internet que activation des réseaux sociaux. Et une personne qui s'appelle Andrea, qui est responsable de la relation client. Et aujourd'hui, on est 4, entre guillemets, à être actifs autour de la boulangerie de quartier et autour des réseaux sociaux. Il y a Augustin en personne, Charlotte, Andrea et moi. Donc dès qu'il y a un mail qui rentre dans notre boulangerie de quartier, on est tous les 4 en copie.
parce que nous, notre objectif, c'est de répondre sous 24 heures à tous nos consommateurs. Donc, imaginons, Andrea n'est pas là, ce qui était le cas hier, et on a eu une remarque sur une de nos recettes. Il faut qu'on puisse tous prendre la main et tous répondre. Et parfois, Augustin répond directement quand il y a des demandes assez importantes. Vous pouvez faire le test. Également, donc normalement, Andrea a pour responsabilité de répondre à toutes les demandes entrantes, sachant que tous les messages privés qui viennent dans Facebook sont incorporés à la boulangerie de quartier. Aujourd'hui, ça représente pas loin d'un quart des demandes entrantes. 23% des demandes entrantes viennent de Facebook et sont intégrées aujourd'hui à la boulangerie de quartier. Et en général, on traite des messages privés un peu différemment des commentaires ou des posts, dans la mesure où c'est souvent des questions qui sont un petit peu plus élaborées et c'est pas une réaction à un post. Alors si j'ai bien compris, la boulangerie de quartier, pour préciser, c'est le nom que vous avez donné à notre outil de Easy CRM. Donc je pense que c'est le client qui a le plus personnalisé l'ensemble de l'application. Quand on la regarde maintenant, il y a des noms comme ça un peu partout. On a beaucoup challengé Easy CRM pour avoir une solution qui nous était unique. Et du coup, Charlotte, elle, répond à tous les posts et les commentaires qui sont en réponse à son activation réseaux sociaux. Donc ça se partage entre Andrea et Charlotte, et puis Augustin et moi, on se permet d'interagir de temps en temps. Alors ce qui est vrai, et là un grand merci à vous, puisque l'intégration des réseaux sociaux dans le CRM, beaucoup d'éditeurs en parlent, peu l'ont fait, et grâce à Michel Augustin, c'est quelque chose qui a été une réalité. Donc aujourd'hui, effectivement, l'ensemble des flux peuvent être intégrés et transformés en demande, tout comme n'importe quel canal. On peut parler tout à l'heure de l'email, du téléphone, et donc effectivement, ça a été une étape importante faite grâce à nos clients. Et on est content que ce soit une entreprise française, 2 entreprises françaises qui avançaient aussi loin dans cette intégration. Merci là-dessus. C'est d'autant plus réussi qu'au départ, on avait juste la demande et on n'avait pas d'historique de la relation avec cette personne. Et aujourd'hui, l'historique a été intégré dans la boulangerie de quartier, donc ça nous permet d'être encore plus pertinent dans les réponses. Donc ça vous permet notamment maintenant d'avoir aussi donc tous les messages privés et puis à un moment donné de savoir, de pouvoir identifier à terme avec le volume que cela représentera, quelles sont les personnes qui réagissent le plus via ce canal, qui sont peut-être les plus influenceurs. Je pense que c'est des réflexions que vous avez actuellement, où vous essayez de pouvoir identifier les... On est aux prémices de ça, c'est la prochaine étape et moi je l'identifie comme un chantier prioritaire dans les prochains mois, en tout cas les 2 prochaines années, c'est de vraiment identifier quels sont nos plus forts ambassadeurs et avoir un traitement privilégié de ces ambassadeurs. Mais la relation, l'outil de la relation client, il a été mis en place en début d'année dernière et voilà, ça fait qu'1 an qu'on est dessus, qu'on a géré dans un premier temps toutes les optimisations et pouvoir mettre en place notre propre jargon et notre propre manière de penser. Et effectivement, les prochaines années, ça va être, les prochains mois, ça va être qui sont nos plus forts ambassadeurs, sur qui on peut compter et qu'est-ce qu'on en fait pour les activer, les remercier différemment. Un élément important, la quantité, que représente le canal Facebook dans l'ensemble des demandes que vous recevez? C'est assez significatif. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est environ un quart, c'est pas loin de 25%, on est à 23% exactement, donc c'est très significatif et en même temps c'est pas étonnant dans la mesure où ce qui nous différencie nos concurrents sur Facebook, c'est notre capacité à engager les consommateurs. Aujourd'hui, on a des taux d'engagement qui sont pas loin de 10 fois plus importants que nos concurrents sur Facebook. Quand les marques du retail sont autour de 0,5% de taux d'engagement, nous on est à 5% et au-delà. Alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce qu'est la notion de taux d'engagement ici dans la salle. Le taux d'engagement, c'est ça comptabilise toutes les personnes qui réagissent à un post, donc qui le like, qui le commentent ou qui le partagent. Et du coup, voilà, c'est pas surprenant de voir que ceux qui font aussi beaucoup avancer notre aventure sont des gens qui interagissent avec nous sur Facebook.
Quand on parle de réseaux sociaux, on a forcément, qu'on est une marque grand public, on a forcément en tête les risques que ça peut représenter. On parle de bad buzz. Ça vous est déjà arrivé ? On a la chance, et je touche du bois, je ne sais pas s'il y en a près de moi, de ne pas avoir beaucoup de crises à gérer jusqu'à maintenant. Les bad buzz, on en a eu un qui s'est plutôt au final transformé en good buzz. C'était le majeur auquel je pense assez facilement, c'était en 2012, à l'époque des élections présidentielles. J'avais pas encore rejoint l'aventure, mais je suivais déjà la marque de près, et Michel Augustin et la tribu avaient décidé de faire des petits sablés ronds et bons, des vaches à boire aux effigies de nos candidats. L'idée derrière tout ça, c'était de redonner un peu de peps à cette campagne électorale qui trouvait un petit peu morne. Et du coup, ils ont créé 12 avatars, donc de tous les présidents et leurs compagnes, écrit des petits textes sur chacun de ces duos, et remplacé tous les logos Michel et Augustin par des logos François et Valérie, Nicolas et Carla, avec une petite histoire derrière chacun des produits. Et puis quand les petits sablés, les petites vaches à boire sont arrivés dans les points de vente, et ça a été la crise. Vraiment, les magasins nous contactaient, les gens prenaient les vaches à boire et les jetaient. On s'est retrouvés dans une situation qui nous a complètement dépassés. Du coup, on nous a demandé de retirer nos petites vaches à boire et nos petits sablés ronds et bons des points de vente. Donc derrière tout ça, on a réagi super vite. On a fait un communiqué de presse, on a pris la parole, on a écrit à nos consommateurs en disant voilà, on est derrière personne, on est juste engagé derrière notre pays, on a envie de faire avancer les choses, on a envie de donner du courage aux politiques. C'était une manière un petit peu souriante de redonner du peps à cette campagne. On a été dépassé par les événements, on est complètement désolé, on retire tous ces produits, et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez venir les chercher à la bananerie, on sera heureux de vous les offrir. Donc ça a plutôt bien fonctionné finalement, puisqu'on a eu énormément de retombées presse, et ça a plutôt créé de la sympathie pour la marque que du dégoût, puisqu'on n'avait pas du tout pris parti. Et il y avait une belle représentation de tous les candidats. Donc ça a été une grosse petite crise à gérer. Et puis on a eu dernièrement, j'ai retrouvé cet exemple-là, parce que quand vous m'avez posé la question de bad buzz, c'est pas venu spontanément, mais au mois de novembre dernier, on a eu une consommatrice qui a pris la parole sur nos réseaux sociaux, et également qui nous a envoyé des mails, qui était scandalisée du nom de vache à boire. Elle disait nos pauvres vaches, on ne boit pas une vache, on ne tue pas une vache, c'est comme si on disait un bébé à secouer ou une femme à claquer. Bon, on a été un petit peu décontenancés, donc derrière ça, on s'est dit on va lui raconter l'histoire de la vache à boire, de pourquoi, du comment la vache à boire s'est appelée la vache à boire, et qu'est-ce qu'on fait aussi pour protéger nos petites vaches, signataires, on est aujourd'hui signataire d'une charte de l'élevage, on prend soin des vaches, et du coup on a eu toute une démarche explicative, on a pris le temps de lui envoyer un long mail, de répondre sur les réseaux sociaux, et vraiment notre philosophie c'est sincérité, transparence, quand on se plante, on dit qu'on se plante, quand on a des raisons derrière nos actions, on les explicite, et on estime qu'on n'a absolument rien à cacher. Alors là, dans la salle, on a très certainement beaucoup de dirigeants qui, à un moment donné, se posent la question du ROI, du coût, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est du temps à passer, donc le temps, c'est de l'argent. Comment vous appréhendez cette notion de retour sur investissement par rapport à votre présence sur les réseaux sociaux ? Alors on dira qu'on a plus un retour sur un investissement qui est de l'ordre du qualitatif, de répondre à l'objectif engagement, notoriété, plutôt qu'un retour sur investissement financier pur. Nous, ce
qui nous anime, c'est le taux d'engagement. Ça, je vous en avais parlé, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, mais c'est vraiment, même si on croit en termes de fans, puisqu'on a des croissances aujourd'hui sur Facebook de plus de 41%, sur Twitter plus de 44% depuis le début d'année. Donc on grandit à vitesse grand V. L'idée, c'est pas de se laisser dépasser par sa taille et de continuer à engager le consommateur dans tout ce qu'on entreprend. Et du coup, on suit de près ce taux d'engagement. Donc on n'est pas là dans une démarche d'acheter des consommateurs et de baisser la qualité de notre animation. C'est vraiment très très important pour nous. Donc ce taux d'engagement, il est de 5%. On est aussi très sensible à ce que nous, on a qualifié les mots doux, que ce soit dans la boulangerie de quartier ou sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui nous remercient pour ce qu'on entreprend, qui nous envoient des petits sourires, qui nous remercient pour nos recettes, pour nos actions. Et aujourd'hui, ça représente 10% de toutes les demandes entrantes qu'on reçoit, donc c'est pas négligeable, et ça nous donne vraiment du baume au cœur. Et puis on a entrepris cette année une étude de notoriété pour en savoir un petit peu plus sur la marque, pour savoir où est-ce qu'on arrivait à se différencier. Et aujourd'hui, on sait qu'une personne sur 3 se sent proche de la marque et a l'impression d'avoir un lien fort avec nous. Et ça, pour nous, c'est un vrai driver au quotidien. Et puis on a aussi reçu les 2 dernières années un trophée de la relation client, le trophée CaliWeb. Et du coup, ben voilà, c'est tous ces petits éléments-là qui nous encouragent et nous donnent envie d'aller de l'avant. J'étais en train de regarder s'il y avait des tweets, mais je vais regarder juste après. On sent vraiment dans votre discours pour un outil qui est quand même relativement jeune, un canal qui est jeune, on sent quand même une certaine maturité de l'utilisation des réseaux sociaux dans la relation client par rapport à ce que nous on peut côtoyer chez d'autres clients ou prospects. Par contre, c'est vrai que est-ce que vous partagez l'idée que les réseaux sociaux, ça ne doit pas être seulement un canal de com et de pub vis-à-vis des clients, ce qu'on voit beaucoup dans beaucoup de marques, mais que sinon ça risque de se retourner à un moment donné contre l'entreprise, mais que au contraire il faut plutôt que ce soit un canal d'échange. Vous voyez ça, est-ce que vous partagez cette vision de ne pas utiliser ce canal? Si on utilise ce canal en fait uniquement pour faire de la propagande, il y a un vrai risque de boomerang. Alors il y a 2 sujets. Donc le premier, c'est la maturité. Comme je disais, nous, ça n'a pas du tout été inné. On a appris sur le tas. Et il y a quelque chose qu'on fait, c'est que on est vraiment en étroite relation avec Facebook et Twitter. En février dernier, on est allé à Dublin. On a fait un tour de la Silicon Valley européenne où on allait rencontrer Google, Twitter, Facebook. On a lié des liens très particuliers avec les gens qu'on a rencontrés et on est en conversation avec eux très régulièrement. Donc aujourd'hui, ce qui nous fait plaisir, de la même manière qu'on a travaillé avec vous, on travaille de la même manière avec Facebook et on les fait même évoluer par rapport à des choses que nous, on souhaiterait mettre en place et qui n'est toujours pas disponible dans l'outil. Et c'est une fois par mois qu'on les a au téléphone. Charlotte, qui donc gère les relations conso, se forme tous les 2 mois sur des innovations Facebook. Et du coup, on est vraiment désireux d'apprendre et d'utiliser cet outil au maximum de ses capacités. Et ça, c'est valable pour Facebook et c'est valable pour Twitter aussi. Donc, on les interroge sur nos idées en leur disant qu'est-ce que vous pensez de ça, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent, comment on peut toucher les bonnes personnes, et on travaille vraiment main dans la main avec eux. La deuxième chose, c'est moi, je suis assez réfractaire des marques qui utilisent Facebook uniquement comme une vitrine. Aujourd'hui, Facebook et Twitter sont des canaux relationnels et ils sont là pour mettre en place une démarche collaborative avec nos consommateurs. Et donc, si on n'est pas là pour apprendre avec eux, malheureusement,
la résultante est que les taux d'engagement sont super faibles et que personne ne suit concrètement, enfin on a beau être fan, c'est pas pour autant qu'on va interagir sur cette page. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le paysage français, il y a quelques marques qui dénotent un petit peu dans la manière d'animer. Je suis là depuis peu Burger King qui s'est installé en France. Je trouve que ce qu'ils font aujourd'hui, ils ont que 50 000 fans sur leur page France, mais c'est assez innovant, assez en rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ils mixent les réseaux sociaux et l'événementiel, et ils font des choses assez innovantes. Je suis aussi d'Annette, mais depuis hyper longtemps, parce que eux, pour le coup, ils ont été un peu les premiers à demander à leurs consommateurs quelles étaient les prochaines recettes à mettre en place. Et ils ont été vraiment dans une démarche de co-construction de la R&D au tout départ. Mais je suis aussi une marque comme Nutella qui a un positionnement autour de réveiller notre enthousiasme et qui, au-delà de ce qu'elle communique sur sa marque, met en place des choses bien spécifiquement sur l'enthousiasme, la musique, le quotidien. Et je trouve ça assez sympa. Quand je vais les voir, je me dis c'est un petit brin d'air différent que ce qu'on a l'habitude de voir. Merci beaucoup. Je voulais, avant de passer la parole à la salle pour d'éventuelles questions, je voulais partager quelques chiffres qui vont un peu dans le sens de ce que vous venez d'évoquer. C'est une étude de février 2014, ISTAD, qui dit que 84% des personnes interrogées estiment que trop de marques sont présentes sur les réseaux sociaux uniquement pour faire de la publicité. 73% pensent que trop de marques sont présentes sur les réseaux sociaux et ne communiquent pas. Et 16% pensent que la motivation d'une marque à être présente sur les réseaux sociaux est de pouvoir échanger librement avec son public. Donc en fait, peu de clients pensent que les entreprises utilisent les réseaux sociaux réellement pour pouvoir communiquer. Donc c'est vraiment très agréable de voir ce que vous faites, puisque on voit que 25% de vos échanges se passent via les réseaux sociaux. Donc vous allez à l'encontre de ces chiffres et donc dans le sens de ce que veulent visiblement les clients. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à Sixtine? Alors je ne sais pas s'il y a un autre micro, sinon je passe le mien, ce sera plus simple. Oui. Bon, je vais passer le mien puis je prendrai l'autre. Bonjour et merci pour l'exposé. Deux questions, une sur les blogueurs et une autre sur le futur du suivi de la relation client, parce que vous avez déjà dit qu'il y avait 2 personnes qui répondaient au quotidien, donc c'est chronophage et ça coûte de l'argent, mais il y a une question de notoriété. Pour le futur, j'imagine que vous attendez à plus de followers, plus de contacts, donc est-ce que vous avez pensé à une systématisation des réponses ou comment vous allez gérer ça sur le futur? Et la deuxième question, sur les blogueurs, comment vous intégrez des blogueurs qui ne sont pas vos blogueurs par rapport aux réseaux sociaux et au suivi que vous faites? Alors oui, les demandes prennent du temps. Voilà, c'est presque un poste et demi chez nous. C'est donc beaucoup pour le nombre qu'on est. Et c'est pas quelque chose qu'on souhaite diminuer. Donc si les demandes vont croissantes, eh ben, on fera en sorte d'être en mesure d'y répondre. Mais toujours avec la même philosophie, réactivité, transparence, proximité. On ne veut pas faire des messages qui se ressemblent, on veut être vraiment pertinent dans la réponse. Donc si besoin il y a, on évoluera pour répondre à ce besoin. Deuxième question sur les blogueurs. Aujourd'hui, on n'a pas de stratégie définie envers les blogueurs. On est contacté très régulièrement par des blogueurs. Donc la démarche, c'est d'aller voir leur blog. Donc très souvent, ils nous contactent, pas forcément sur l'aventure, plus sur les recettes. C'est souvent des femmes qui ont des blogs autour de la cuisine et qui cherchent à travailler des recettes à partir de nos recettes. Et nous, on répond assez positivement, c'est-à-dire qu'on leur envoie ce dont elles ont besoin,
sans aucune demande de contrepartie. Elles font ce qu'elles veulent. Si elles ont trouvé quelque chose d'intéressant à dire, on est très contents, on les remercie. Et sinon, bah, tant pis pour nous. Enfin, c'est pas très grave. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une démarche stratégique envers les blogueurs. Et on s'est équipé depuis très peu d'une agence de relations presse juste sur les recettes. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on gérait, Charlotte et moi, toutes les demandes entrantes de journalistes. Et d'ailleurs, on les gère encore. D'ailleurs, hier, on était sur France 5 dans un documentaire sur le sucre. Dimanche, on était sur M6 pour E égale M6 sur nos petits sablés apéritifs. On répond toujours positivement. On ouvre toujours nos portes. On estime qu'on n'a jamais rien à cacher. Et du coup, on est toujours content d'échanger avec eux. Voilà. Par rapport, un petit complément de réponse par rapport à la notion de, pas d'industrialisation, mais d'intégration du traitement automatisé des demandes qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux. Dans la réflexion qu'on a pu avoir, donc effectivement avec nos clients, mais aussi en direct avec Facebook, on a pensé à cet aspect-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la volumétrie de messages est importante, il faut que le traitement derrière soit fait au même titre que d'autres canaux. Donc en fait, l'intégration des flux se fait en automatique via une page de modération. Un modérateur peut décider de la nature du post. Pour l'instant, on est sur Facebook. D'ici quelques mois, on aura également Twitter qui sera intégré de la même façon. Et ensuite, la personne qui lit donc de façon continue le fil peut décider de l'intégrer en tant que demande. Donc un post, on dit ça, c'est pas un commentaire comme ça, c'est vraiment une demande service client. Je le transforme en demande et derrière dispose des mêmes outils que tous les autres canaux, c'est-à-dire des réponses préfaites qui peuvent être ensuite personnalisées, mais des modèles de réponse et la réponse va être postée sur le canal d'entrée, donc là en l'occurrence Facebook pour Facebook, message direct ou post ou sous commentaire, avec les mêmes outils, la même réflexion je dirais de traitement plus ou moins industriel. Alors, j'aime pas employer ce mot quand j'ai Michel Augustin, parce qu'ils sont tous sauf ça. Mais pour certains autres clients, pardon, il y a cette réflexion qui est quand même sous-jacente de gain quand même, ou de pas de perte de productivité dans le traitement. Juste en complément, c'est vrai que nous, on organise nos réponses. C'est-à-dire que la priorité, c'est la qualité. C'est notre priorité numéro 1. Dès qu'on a un mail sur la qualité, il doit être répondu dans les 6 heures. Donc on utilise le filtre qu'on a mis en place avec EasyWare pour que toutes les demandes qualifiées sur la qualité de nos produits remontent en premier et qu'on les traite en premier. Donc si on a un peu de retard sur une demande de partenariat, on culpabilise moins. En tout cas, nos consommateurs doivent être les premiers auxquels on répond. Et quand ça arrive le week-end, ça arrive que Augustin, Charlotte ou moi, on prenne la relève comme une boulangerie de garde et on leur dit on a bien pris en compte, on vous répond dès lundi. C'est un souci prioritaire pour nous et on sera là pour vous. Alors Michel Augustin nous a demandé de ce fait-là d'avoir sur application mobile, sur leur mobile, la possibilité de voir les demandes qui tombent du service client. Donc c'est bien encore un domaine dans lequel on avance conjointement avec des problématiques opérationnelles. Je crois qu'il y a une autre question. Bonjour, je suis Xavier Blais. Je voudrais vous poser deux questions en fait. Une sur ce que vous venez de dire, sur votre stratégie sur les applis mobiles, parce qu'actuellement on voit que dans cet univers, les marques évoluent énormément et je voudrais savoir quelle est votre posture sur la partie relation client à travers les applis mobiles. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est plus lié à votre business, une question sur, vous avez une relation client qui est différenciée, différenciante, vous l'assumez, vous êtes ce que vous êtes et vous le revendiquez. Je voudrais savoir, vous avez créé un univers de marque bien spécifique, une expérience de relation client bien spécifique par rapport à d'autres marques. Est-ce que d'un point de vue distribution, vos solutions, enfin vos mécanismes de distribution sont eux aussi spécifiques ou vous êtes dans des mécanismes de distribution qui sont assez classiques dans les ventes de produits de consommation que vous pouvez avoir? Parce que je suis assez intéressé par comprendre, est-ce que vous avez un modèle différenciant également dans la distribution ou là, ou est-ce que vous vous reposez sur un mode archi connu de vente à des acheteurs, enfin vente à des gros groupes qui vous distribuent ensuite? Voilà, c'est mes deux questions.
Alors, on va commencer par la première sur les applications mobiles. On est en retard sur les applications mobiles. On s'est posé la question à une époque d'une application mobile et pour nous, l'application mobile se doit d'être servicielle avant tout. Et aujourd'hui, en fait, notre stratégie a été plutôt que d'être partout, faisons moins mais mieux. Et ça a été de dire, rendons notre site internet le plus optimum possible. Et du coup, on a énormément travaillé sur notre site internet pour y mettre nos recettes, pour y mettre la relation client, pour y mettre tout ce qu'on pouvait y mettre. On s'est posé la question honnêtement d'une appli mobile, mais notre équipe, on travaille à 300%. Et ça veut dire créer l'application mobile, mais ça veut dire mettre à jour l'application mobile, et ça veut dire aussi créer du contenu spécifiquement pour l'application mobile. Et du coup, on s'est dit qu'on n'était pas aujourd'hui prêt à être sur une application mobile et qu'on préférait se renforcer sur le digital au sens large à travers notre site internet qui est accessible sur le mobile, plutôt que de créer un énième canal de diffusion de contenu, alors qu'on a déjà beaucoup de grains à moudre avec tout ce qu'on a à faire et sur les réseaux sociaux et sur le site internet. C'est pas qu'on n'y trouve pas un intérêt, c'est que si on le fait, il faut qu'on le fasse bien. Et ça demande du temps, et aujourd'hui on n'a pas mis notre priorité là-dessus. En ce qui concerne la distribution, c'est un vaste sujet, la distribution. Donc on a commencé comme tout le monde, donc c'est-à-dire qu'au début on n'était pas du tout connus, donc Michel et Augustin ont bataillé dur pour rencontrer les gens de chez Carrefour et de chez Monoprix. Ça remonte à il y a quelques années, déjà en 2006-2008, jusqu'à ce que Augustin fasse une grève de la faim devant Monoprix pour rencontrer le directeur des achats de Monoprix. Il avait planté sa tente devant le siège, sa méthode à lui assez disruptive. Et on était, petit à petit, on a été référencé dans les grandes surfaces, puisque nous on est avant tout premium accessible, donc on cherche la meilleure qualité du goût, à un prix toujours accessible, donc notre canal de distribution principal reste les grandes surfaces. On s'est rendu compte qu'on avait du mal à émerger dans les grandes surfaces, et du coup on a travaillé cette année main dans la main avec un menuisier pour créer des meubles spécifiques Michel Augustin, relais de notre identité, relais de notre aventure, fait main, donc vraiment artisanal dans la manière de faire, et on a travaillé sur 3 meubles, et aujourd'hui on a un gros projet de comptoir dans les grandes surfaces. Après, il faut savoir qu'un produit sur 2 est acheté en snacking, et du coup on a un gros levier de développement dans tout ce qui est restauration hors foyer, et on travaille énormément sur ce chantier-là pour être non seulement visible dans les grandes surfaces, mais également dans les avions, les trains, les sandwicheries de luxe, les cinémas, les stations Total, tous ces points qui peuvent être des occasions de consommation de nos recettes. Et on a travaillé d'arrache-pied là en cette fin d'année sur des partenariats avec la SNCF, avec Air France, pour justement travailler des recettes ad hoc pour ces partenaires-là, puisqu'on est convaincu que c'est des vrais leviers, un, pour faire découvrir nos recettes, deux, pour émerger en termes de notoriété. Et également, une de nos manières à nous de se faire référencer, c'est de demander à nos consommateurs où est-ce qu'ils ne nous trouvent pas. Et on imprime ces mails, et on imprime leurs demandes, et nos chefs de secteur qui sont dans les 10 plus grandes villes de France partent dans leurs négociations commerciales avec ces mails à l'appui en disant bah voilà, il y a de la demande, et aujourd'hui on ne peut pas y répondre parce qu'on n'est pas présent chez vous. Et d'ailleurs on a fait un spot télé dans la dernière campagne sur dites-nous si jamais vous ne la trouvez pas, ou dites-le à votre chef de rayon, aidez-nous à référencer nos recettes. Et la deuxième chose, c'est que nous on est convaincus que les gens vont nous acheter à partir du moment où ils ont goûté nos produits. On est convaincu qu'on a vraiment travaillé sur une recette optimum en termes de goût, et que du coup il faut leur donner accès à cette recette pour leur donner envie de réessayer.
Et donc un des leviers de stratégie de la marque, et ça c'est encore dans mon périmètre, c'est des dégustations en magasin. Chaque année, on a environ 1800 dégustations dans nos points de vente, où on a un animateur qui est formé par la marque, qui est formé sur l'aventure de la marque, qui est formé sur la qualité recette, sur la qualité des ingrédients, qui est en magasin, qui va à la rencontre du consommateur, qui le soir fait son petit rapport en ligne qui nous est envoyé et sur lequel on a beaucoup d'éléments qui viennent nous aider aussi sur le référencement des recettes. Alors, juste un petit complément avant de conclure, parce que j'ai la dame là-bas qui me fait des gros yeux en disant « fini ». Par rapport à la partie mobile, une conviction, alors on a relativement peu de clients, nous, qui nous demandent d'avoir effectivement l'ensemble des demandes sur le mobile. Et effectivement, chez Michel Augustin, c'est une particularité, ils souhaitent 24/24, 7/7 pour avoir les demandes des consommateurs, donc c'est ce que l'on a fait pour les satisfaire. Par contre, à l'inverse, on a plus de demandes pour intégrer les demandes en provenance en mobilité, donc soit via une application, donc le client a une application, il veut y flasher quelque chose, récupérer une demande dans son CRM, ou des gens dans le transport, on a un client, je parlais Wigo, le contrôleur est en mesure de créer une demande à partir en mobilité dans le train face à une situation. Donc là par contre je pense que c'est une tendance qui risque de s'accentuer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, merci beaucoup Sixtine, merci et à bientôt.